Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Après quelques semaines d'absence, Face à l'Union est de retour pour décrypter, interroger et comprendre les mutations profondes de notre pays. Et pour cette reprise, nous plongeons au cœur d'un sujet qui agite le landerneau politique, la frontière de plus en plus poreuse entre la société civile et l'arène électorale. Hier, figure de la contestation citoyenne, aujourd'hui candidat en puissance, ce glissement interroge, dérange et suscite de vifs débats. Pour en parler, nous recevons l'un de ses principaux acteurs, le coordonnateur du tout nouveau mouvement La Majorité Bloquante, ancien du COPIL citoyen et député de la transition, Geoffroy Fumboula Libeka Makosso. Monsieur Fumboula, bienvenue sur Face à l'Union. Je vous en prie, merci. La Majorité Bloquante, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Alors, la majorité bloquante, pour la comprendre, il faut comprendre sa genèse. Je m'explique rapidement. Le COPIL citoyen est un mouvement citoyen, comme vous le savez. En son sein, le COPIL citoyen a 13 gouvernances. Gouvernance entrepreneuriale, économique, judiciaire et autres, mais aussi une gouvernance politique. Et la gouvernance politique se prononce sur toutes les questions liées à l'actualité politique. Tout comme les autres gouvernances entrepreneuriales et autres se prononcent sur les questions inhérentes. Comme vous le savez, l'activité politique domine toujours sur les autres activités. C'est peut-être pour autant qu'on ne voit que ce côté de l'activité de la gouvernance politique. Donc cette gouvernance politique, en 2023 pour les législatives, avait mis en place une plateforme dénommée Conquête Gabon, dont la mission était justement de canaliser toutes les candidatures indépendantes qui souhaitaient être dans les institutions électives. Pour 2025, ce n'est tout autre que cette plateforme Conquête qui a changé de dénomination selon l'orientation de la gouvernance politique pour devenir la majorité bloquante en fonction du contexte dans lequel nous sommes, avec des objectifs qui sont clairs, nets et précis, des objectifs qui sont toujours les mêmes depuis 2023, canaliser les candidatures indépendantes et permettre d'avoir un Parlement qui est le plus représentatif possible. Alors finalement, la majorité bloquante, est-ce un allié critique du pouvoir, une opposition qui ne dit pas son nom ou autre chose? Non, aucune opposition, on n'a aucune alliance, nous ne sommes pas un allié. Nous sommes un mouvement participatif. Et je veux dire que nous sommes le tout premier mouvement participatif conformément à la nouvelle constitution. Parce que je vous rappelle par exemple que dans le préambule de notre nouvelle constitution, la démocratie est définie dorénavant comme pluraliste et participative. Pluraliste pour les partis politiques de l'opposition majorité ou du centre, et participative pour ceux qui sont non politiques. Et nous, c'est ce que nous avons toujours revendiqué, c'est pour ça que nous avons plaidé quand il s'est agi de rédiger cette constitution pour ajouter le caractère participatif, pour permettre à ceux qui ne sont pas dans les partis politiques de participer à ce débat démocratique. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes en phase avec la constitution et nous voulons donner sens à cette constitution en mettant en place ce mouvement participatif et en espérant avoir des candidats qui vont relever de la démocratie participative, qui vont cohabiter avec ceux qui relèvent de la démocratie pluraliste comme les politiques et autres. Alors vous parlez de démocratie participative et vous avez justement l'ambition de désormais porter la voix du peuple. Il y a que vous, Marcel Libama, Lionel Ngonga, étiez des visages de la société civile en demeure bien connus. En vous lançant dans la course législative, ne craignez-vous pas de donner raison à ceux qui vous accusent d'avoir toujours eu des ambitions politiques et de vous être servi de la société civile comme un simple tremplin? D'accord. C'est selon, comme je l'ai dit, les politiques ont leur cadre. Les politiques, celui qui appartient à un parti politique ou un mouvement politique. Et les politiques relèvent de la démocratie pluraliste. Nous sommes des acteurs civiques et c'est pour cela que depuis la nuit des temps, le terme indépendant existe pour ceux-là qui souhaitent justement être dans les organes électifs. Maintenant, est-ce que on fait de la politique ou est-ce qu'on s'est servi de la société civile? Non. Notre positionnement n'est tout autre que le prolongement du combat civique. Pourquoi? Parce que hors de ces organes institutionnels où les décisions se prennent, les acteurs civiques que nous sommes, nous avons mené des combats où, par exemple, nous n'étions pas protégés. Je prends un cas simple. Voyez-vous, la plupart de ceux qui deviennent des parlementaires, si je prends le cas de ceux qui ont toujours gouverné, qui ont détourné des fonds, pensez pas un seul instant que quand ils veulent être députés, c'est parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Non, ils recherchent quelque chose de plus grand que ça. C'est l'immunité parlementaire. Avoir une protection totale pour ne pas être justement inquiétés par les actions judiciaires dans le cadre de leur activité. Nous, aujourd'hui,
C'est ce que nous recherchons. Pourquoi? Parce que nous avons compris l'importance de cette immunité en étant au Parlement de la transition. Vous avez cité Lionel Ngonga. Mais c'est la première fois qu'il fasse 2 ans sans être inquiété, sans être menacé, sans être intimidé. Pourquoi? Parce qu'il avait cette immunité parlementaire. Et ça a permis à ce dernier d'anticiper, d'intensifier ses actions de défenseur des droits de l'homme et de défenseur des droits de prisonniers. Mais s'il n'avait pas cette immunité, vous aurez entendu tout le temps, on l'a arrêté, on l'a interpellé, il a été convoqué, ainsi de suite. Donc nous, aujourd'hui, nous voulons nous doter de cet élément pour nous permettre justement de porter haut les causes que nous défendons au sein du lieu où les décisions se prennent. Et pour finir avec cette illustration, voyez-vous, aujourd'hui en tant que parlementaire, moi je parle de moi en tant que contribution société civile. Sur les 8 propositions de loi adoptées à ce jour par l'Assemblée nationale de la transition, j'ai fait 3 propositions de loi sur les 8. Lesquelles? Une qui porte protection et promotion des personnes vivant avec un handicap. Les handicapés, les personnes vivant avec un handicap vous disent que depuis 1995, ça fait plus de 20 ans, qu'ils tentaient de faire adopter cette nouvelle loi. L'ancienne loi avait 18 articles. La loi qui a été adoptée par l'Assemblée, qui est au Sénat, que j'ai proposé à 67 articles, qui prend les personnes vivant avec un handicap dans un inventaire qui est un peu plus large, les albinos, le nanisme et autres. Mais pour eux, s'ils ont eu cette chance aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient un acteur civique qui comprenait leurs préoccupations. J'ai fait adopter la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits humains, les activistes, leaders syndicaux. C'est la toute première proposition de loi qui va protéger ces acteurs. Et la dernière, si vous demain vous souhaitez créer une ONG, une proposition de loi qui porte création et organisation des ONG en République gabonaise, qui rend ces ONG plus professionnelles. Mais pourquoi? Parce que je suis issu de ce milieu. J'ai en tant que parlementaire intéressé par les questions justement de la nationalité, proposé avec des collègues une enquête parlementaire sur les conditions d'attribution de la nationalité qui a rendu son rapport. Vous avez vu, donc c'est autant d'actions menées en tant que parlementaire. Et là, je ne veux pas revenir sur, par exemple, les questions d'actualité, les interpellations que vous suivez tout le temps des membres du gouvernement, que ce soit sur la question des déguerpissements, sur la question des passations de marché à hauteur de 93%, sur tout ce qui est violation des droits de l'homme. Mais il faut venir de ce milieu pour avoir le courage de porter ces questions, parce que les politiques sont solidaires. Ce sont des préoccupations qu'ils ne pourront jamais poser, parce qu'ils s'entendent. Et voilà, donc c'est ce que nous voulons apporter comme transformation, au-delà de ce que les gens peuvent émettre comme observation négative et autres. On le comprend, mais on espère qu'avec le temps, les gens comprendront le sens de notre engagement. Oui, mais justement, vous entendez être j'ai envie de dire une figure de contestation, un contre-pouvoir, mais il y a une question qui revient quand même. Comment comptez-vous incarner une majorité bloquante face à un gouvernement dirigé par un président de la République pour lequel plusieurs de vos membres ont activement fait la campagne et, il y a quelques mois? Est-ce que cette posture que vous voulez présenter n'est pas intenable? Ok, d'accord. Non, mais c'est parce qu'il y a une confusion de genre, et ça se comprend, c'est la culture que nous avons malheureusement du point de vue politique, à cause des antécédents où on avait un parti au pouvoir qui était à la fois le même, qui dominait le Parlement. Et ça donnait le sentiment que si vous soutenez le candidat à la présidentielle, vous devez soutenir le parti ou les candidats de ce dernier aux législatives. Non. Voyez-vous, le pays est organisé en fonction des pouvoirs, on en a 3. Nous avons soutenu le président pour la conquête du pouvoir exécutif. Mais c'est terminé, il a été élu. Nous n'avons pas l'obligation de le soutenir pour la conquête du pouvoir législatif. Nous partons du principe qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons fait le bon choix en positionnant la personne qu'il faut à la tête de l'exécutif. Notre contrat s'arrête là. Il faut maintenant qu'on se batte à faire le bon choix pour trouver des parlementaires citoyens, lesquels seront à même, quand il le faut, de dire au président de la République que là, c'est pas bon. On n'est pas d'accord avec cette approche, et ainsi de suite. Et la majorité au bloc dont on parle n'a pas pour objectif premier d'empêcher le président de gouverner, parce que pour gouverner, il a juste besoin d'une majorité relative, à savoir une majorité simple, 50% plus un député. Or, la majorité bloquante s'inscrit dans le prolongement des majorités bloquantes qui ont existé, donc les minorités de blocage dans les années 60,
qui avait poussé Léomba à commettre le premier coup d'État constitutionnel en faisant arrêter dans une des nuits de novembre 1960 tous les députés et organiser l'année d'après une élection législative pour avoir la majorité afin d'imposer le régime présidentiel alors que les parlementaires militaient pour un régime parlementaire. Et en 91, on a eu une autre minorité de blocage. C'est celle qui nous a permis d'obtenir la Constitution de 91 qui a géré la transition, mais surtout d'obtenir le tout premier référendum de 95. Donc c'est un tiers qui constitue la minorité de blocage, se veulent être le curseur qui n'empêche pas au président de gouverner, mais qui va l'empêcher par exemple de prendre des mesures comme modifier la Constitution par voie parlementaire. Ce n'est qu'un curseur. Et c'est cette posture que nous voulons avoir pour éviter toute forme de dérive administrative dans les collectivités locales et constitutionnelle dans les institutions. Oui, mais avant de parler de modification de la Constitution, justement, on reproche à certains parlementaires issus de la transition d'avoir participé ou validé certains textes, j'ai envie de dire, taillés sur mesure. Comment justement vous faire encore confiance quand nous savons tous que, enfin, quand l'opinion sait que vous avez justement été comptable de toutes ces lois? Non, la comptabilité, ça dépend. Moi, je ne pourrais pas porter cet héritage. Le Parlement, nous sommes 98 députés de la transition, c'est un député, une voix. Moi, je suis en soutien, effectivement, de la politique de la transition. J'ai soutenu la transition. Mais ça a été pris négativement. Je n'ai jamais voté une seule modification de la charte de la transition. Je n'ai jamais voté le fait qu'on puisse attribuer au président le titre de président de la République quand on a modifié la charte, alors que nous sommes en pleine transition. J'étais le seul à avoir voté contre. Et ça a été pris différemment, comme quand je suis opposant, je m'oppose. Mais ça n'a rien à voir. C'est une question de principe. Je n'ai pas voté la loi, par exemple, qui modifiait certaines conditions au niveau du statut des militaires pour favoriser les mariages rapides, ainsi de suite. Mais ça a été pris différemment, me traitant de tous les noms. Mais comme je le répétais aux gens, je n'ai pas été nommé pour être au service du président. Il ne m'a jamais donné cette instruction. Et même s'il me le demandait, il sait que j'aurais dit non. Parce que je ne me mets pas au service des personnes. J'ai été nommé pour être au service de la République. Donc quand c'est bon, je dis c'est bon. Mais quand c'est pas bon, je ne vote pas. Je n'ai jamais voté une seule loi de finances. Je me suis retrouvé, des fois, seul député à voter contre une loi de finances dans tout l'hémicycle. Mais j'assume, et c'est cet esprit, ce courage que nous voulons donner à tous ceux qui vont postuler au sein de la majorité bloquante pour qu'ils se sentent libres d'exprimer leur opinion, peu importe les affinités qu'ils ont avec certains. Alors, vous dites être le seul à avoir voté contre. Oui. Et dans ce même Parlement, il y a d'autres acteurs de la société civile. Finalement, quel est leur rôle? Quelle est la définition actuelle de société civile au Gabon? Non, je ne porte pas... Rien ne dit que parce que j'ai voté contre, que j'ai fait le bon choix. Oui, parce que peut-être que je me suis aussi trompé, j'aurais dû voter pour, comme certains. Je ne pourrais pas me mettre ici à juger le vote de mes collègues, parce que le vote est personnel. Moi, je parle de moi, j'estime avoir pris la bonne décision en votant contre. Peut-être qu'elle aussi a été mauvaise comme décision en votant contre. Donc, ce que je veux simplement faire comprendre ici, c'est que nous voulons avoir des parlementaires qui prennent des décisions en toute objectivité. Pas dans un mouvement de masse, bien parce qu'ils se sentent influencés. Je ne dis pas que ceux qui ont voté toujours pour étaient influencés. Mais j'estime que, en tant que parlementaire, en tant qu'acteur civique, lorsque nous observons que des choses ne sont pas bien faites, parce que c'est d'abord notre ADN, peu importe la position sociale que nous avons aujourd'hui, nous devons être en capacité de dire non, même si on perd certains privilèges. Moi, c'est ma position. Je suis un enfant de Kingele. Je ne suis pas né avec une cuillère à la bouche, donc je ne suis pas complexé par tout ça. Ce qui, moi, me préoccupe en tant que chrétien surtout, c'est mon intégrité morale. C'est la chose la plus chère et je ne peux pas la brader pour quoi que ce soit, malheureusement. Monsieur Foumbula, finalement, on en vient à se demander ce que représente, je reviens sur la question, ce que représente la société civile. Pourquoi cette question? Parce qu'il y a certains acteurs de la société civile qui sont un peu trop proches désormais du chef de l'État et qui sont d'ailleurs médiateurs. Finalement, qu'est-ce que c'est la société civile aujourd'hui? La société civile est un ensemble d'acteurs, chacun avec sa mentalité, avec sa morale. La société civile n'est pas un bloc commun. C'est comme si on disait les politiques ne sont pas tous les mêmes. On en a des bons, on en a des mauvais, on en a de ceux qui sont transversaux à gauche, à droite, ainsi de suite. C'est pareil pour la société civile.
Mais nous, dans la société civile, nous avons réussi quelque chose d'assez intéressant au niveau de notre mouvement, pas au niveau des personnes qui composent le COPI citoyen, mais au niveau du mouvement le COPI citoyen, à garder notre ligne directrice, et c'est ce qui nous importe, nous. Et nous nous battons avec ceux qui suivent cette ligne directrice à continuer à développer cet état d'esprit, même si certains, effectivement, peut-être parce qu'ils ont trouvé un autre positionnement, ils se sont peut-être découverts aujourd'hui une ambition politique d'être dans des partis politiques, et ils ont fait le choix de s'engager politiquement auprès du président de la République. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est bon, bonne chance à eux, mais nous, on a voulu rester acteurs civiques, en continuant à mener nos combats, même si ce sont des questions démocratiques, mais tout en gardant l'étiquette d'acteurs civiques au sein de nos mouvements. Parmi les acteurs de la société civile et de la contestation, il y a ceux justement qui se sont fait connaître par des contestations virulentes et qui après ont changé de positionnement et se sont rapprochés du chef de l'État, ce qui justement a créé une sorte de désillusion vers du côté de ceux qui vous soutiennent. Alors quel message adressez-vous aux Gabonais qui se sentent un peu perdus, voire trahis par ce changement de cap? Ce que les Gabonais doivent comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun est porteur de son engagement. Moi, je refuse qu'on puisse tous nous mettre ensemble comme on mettait tout le monde dans un panier. On ne va pas dire que tous les fonctionnaires sont mauvais parce qu'ils appartiennent au corps de la fonction publique. On ne va pas dire que tous les médecins sont mauvais parce que, voilà, il y en a des bons, il y en a de mauvais. Et maintenant, c'est à chacun de, selon les orientations qui sont les siennes et les convictions qu'il défend, de s'identifier à l'acteur civique qui correspond au modèle que lui souhaite incarner. Moi, j'ai un positionnement, mais je refuse, par exemple, que mon positionnement, on l'aligne à celui d'autres acteurs civiques qui n'est pas forcément le mien. Donc, je reste moi. Si on doit me juger en tant qu'acteur civique, qu'on juge la personne de Geoffroy Fumboula, mais qu'on ne mette pas Geoffroy Fumboula dans un ensemble, sachant effectivement que dans cet ensemble, chacun effectivement a un positionnement. Voilà. Ça, c'est en tant qu'un des leaders de la société civile. Et quand on parle de société civile, il faut dissocier l'organisation de la société civile et les membres de la société civile. À ce jour, je n'ai pas entendu une organisation de la société civile dire qu'elle intégrait un parti politique. Ce sont certains acteurs, parmi des dizaines d'autres, qui ont fait le choix de continuer d'embrasser le champ politique. Et d'autres, même dans ces mêmes organisations, comme nous au COPIL, certains ont fait le choix de rentrer dans le parti du président, de laisser les activités civiques. Nous, on a fait le choix de rester dans le combat civique. Bon, mais c'est selon, on ne peut pas reprocher à nos compatriotes d'avoir fait ce choix. On peut simplement souhaiter bonne chance à eux en espérant que ce choix est un choix sincère, noble et pas intéressé. De vos prises de position, vous apparaissez comme l'acteur le plus présent et le plus pertinent aussi du point de vue de l'action du chef de l'État et aussi de son gouvernement. Pensez-vous que les autres membres de la société civile qui vous accompagnent dans ce nouveau mouvement soient aussi, j'ai envie de dire, soient capables de relever le défi de la majorité bloquante dès qu'ils seront à l'Assemblée? C'est le souhait, mais on n'est pas à l'abri de surprises. Vous l'avez signalé tout au début de l'entretien, le peu que nous étions la société civile, au sein du Parlement par exemple, nous n'étions pas forcément unanimes sur bon nombre de questions, sur bon nombre de préoccupations de nos populations. Si on prend le cas par exemple des déguerpissements, bon, Lionel et moi, Marcel, on a fait le choix de nous exprimer ouvertement en fustigeant la façon dont les choses ont été faites. D'autres ont fait le choix d'émettre des réserves et d'autres même sont venus nous attaquer, nous, qui dénonçons la façon dont les choses ont été faites, assurément à cause de la nouvelle proximité avec le président. Mais c'est en fait tout ça le Gabon, c'est cette diversité d'opinions, mais nous nous battons à cultiver et à partager cette culture à ceux qui nous rejoignent, cette culture de probité, d'intégrité et d'engagement citoyen. Maintenant, ils seront face à leurs concitoyens. Si leurs concitoyens accordent la confiance à ces derniers, qu'ils arrivent à la trahir une fois au Parlement, ben, ils auront la réponse aux prochaines élections. Alors, le terrain électoral est déjà occupé.
vous ferez face à des géants, notamment l'Union des démocratiques des bâtisseurs, le parti présidentiel, le PDG qui, loin d'être mort, se réorganise. Comment la majorité bloquante entend-elle se positionner et s'imposer afin d'exister face à ces machines qui sont face à vous? Mais en fait, nous, notre existence, elle est fonction des citoyens. Si les citoyens ont pris suffisamment conscience, comme on a vu nos frères sénégalais avec le PASTEF et bien d'autres mouvements, ils vont nous le démontrer à la faveur de cette élection. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'opportunité qui est donnée à chaque Gabonais, c'est de choisir qui ira défendre ses causes demain au Parlement. C'est ça la grande question. Nous, nous n'avons rien à perdre, nous ne sommes pas des acteurs politiques. On va dire que c'est un concours de circonstances qui puisse faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse se positionner et essayer de conquérir le Parlement pour mieux porter les préoccupations de nos concitoyens. Bon, maintenant, est-ce que nos concitoyens le comprendront ainsi? Est-ce que comme autrefois, ils vont faire le choix de voter pour le parti du président parce qu'ils se disent que si on arrive à être fidèle au président, on aura une ascension sociale, soit directement ou bien un de leurs parents? Est-ce qu'ils vont faire le choix de voter le parent qui est au PDG, qui ne défend jamais leur cause? Peut-être parce que ce dernier paye l'école et en reconnaissance, on va encore envoyer ce dernier 5 ans, il sera bouche fermée, il va laisser passer toutes les violations. Là, c'est chaque Gabonais face à ses responsabilités. La majorité bloquante offre une plateforme qui permet à toutes les candidatures indépendantes qui sont déjà organisées, certains ont leurs moyens, avant d'arriver ici, j'ai échangé encore avec d'autres qui sont revenus de Gamba, des pétroliers qui veulent se lancer, et puis ils cherchaient justement simplement une plateforme autour de laquelle fédérer. Ils ne demandent pas, non, on ne finance pas, on n'a pas de moyens, ils ne sont pas un parti, mais on offre ce cadre-là où tous ceux qui sont indépendants, qui ont leurs moyens, qui souhaitent justement, et qui partagent nos idéaux, nos valeurs, et qui souhaitent faire chemin avec nous pour constituer cette majorité bloquante, donc minorité de blocage, de pouvoir se positionner. Donc depuis lors, on reçoit des coups de fil de la diaspora, ceux qui veulent être avec nous au niveau national, des acteurs civiques, même des acteurs en griffe politique, mais qui n'ont pas de parti politique, qui n'ont pas vu leur démarche aboutir, donc qui gardent la qualité toujours d'indépendant. Le matin encore, certains se sont rapprochés de nous pour dire votre idéal, votre positionnement nous intéresse. Nous, on ne vous demande rien, on veut simplement se greffer à ce positionnement-là pour donner quelque chose de nouveau au pays. Alors, les prochaines échéances se préparent maintenant. Avez-vous une source de financement? C'est vous. Je vous dis un cas simple, illustration. Nous souhaitons mobiliser 80 candidatures législatives, une trentaine de candidatures aux élections sénatoriales et 35 listes de candidatures aux élections locales. Quand nous faisons notre évaluation, il nous faut un minimum de 200 millions pour tout cela. Et nous avons lancé, et aujourd'hui nous lançons, un appel à contribution pour ces 200 candidatures, ces centaines de candidatures citoyennes, 145. Nous demandons au moins 10 000 Gabonais sur les 2 millions qui existent. Si chacun nous apporte 20 000 francs, on a mobilisé nos 200 millions, sachant effectivement que nous serons leurs candidats. Parce que nous avons commencé à l'aide, c'est nous qui portons majoritairement leurs préoccupations au Parlement. Ils ont pu le constater tout au long de la période de transition. Il faut aujourd'hui qu'ils se disent, mais la personne que nous allons soutenir, est-ce que cette personne-là a déjà antérieurement défendu une de nos causes pour nous donner la garantie qu'une fois au Parlement, elle va le faire? Parce que le Parlement, c'est d'abord, comme le nom l'indique, parler. On ne peut pas avoir des députés qui sont muets. Donc aujourd'hui, les compatriotes sont face à leurs responsabilités. Nous sommes des pauvres, on n'a pas les moyens. Bon, on va dire comme chez nous, hein, c'est ma frangine. Je sais qu'au sorti d'ici, parce que c'est qu'on va défendre la cause des journalistes demain après-demain, elle va m'apporter sa contribution d'au moins 20 000. Et ça permettra justement de soutenir une candidature citoyenne qui va porter une préoccupation des journalistes demain. Sinon demain, quand vous aurez des problèmes, ne venez pas nous attaquer dans nos organisations de la société civile en disant « mais vous ne parlez plus, non, c'est là-bas on doit parler ». Donc on compte sur votre appui. On compte sur le Front électoral pour vous accompagner. On n'en aura pas puisqu'on est indépendant. Donc on compte sur vous et sur votre appui. Alors, M. Foumbula, si pour atteindre votre objectif d'un tiers des sièges, vous devez former des alliances locales avec des personnalités au passé politique que vous dénoncez, que ferez-vous? Ça ne va jamais arriver. C'est une question de probité. C'est clair, c'est net et précis.
Et pourtant, vous avez conjugué avec ces personnes, justement, qui, Lesquelles, par exemple? pendant la période électorale, vous étiez porte-parole. Ah, ok. Et pendant, justement, cette période, vous étiez à côté des PDGistes que vous avez condamnés par le passé. Si vous avez suivi notre actualité, le mouvement auquel j'appartiens, le COPI citoyen, s'est refusé, n'a jamais été dans les coordinations de campagne, ni au référendum, ni à la présidentielle. Par exemple, pour la présidentielle, nous nous sommes mobilisés, nous avons mobilisé nos ressources pour soutenir notre candidat. Nous sommes allés au siège, son directeur de campagne, nous avons apporté notre modeste contribution, 150 000. On a déposé au directeur de campagne. On a dit ça, c'est pour le carburant de notre candidat. On ne demande rien à ce dernier. Nous n'avons pas reçu un financement, nous n'avons rien exigé de lui. Pourquoi? Parce qu'on estime que quand vous décidez de soutenir quelqu'un, vous le faites avec le cœur, peu importe le caractère modeste des moyens. Mais pourquoi nous avons pris ce positionnement? Et nous l'avons dit au directeur de campagne, Nous ne nous voyons pas, nous, sur une estrade, avec des PDGistes, parce qu'ils soutiennent le même candidat que nous pour dire « Oh yeah, Oligui, oh yeah ». On a dit ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a gardé, nous, notre positionnement. Nous n'avons jamais fait campagne avec les PDGistes. Nous n'avons jamais fait campagne avec une équipe, que ce soit le référendum, que ce soit la présidentielle. Vous n'avez pas vu le COPI citoyen sur une estrade ou bien dans un même bloc. Moi, j'ai été porte-parole du président de la transition. Je vous explique. Je suis arrivé un matin, on m'envoie l'Union, je suis porte-parole. Si mon candidat m'a fait l'honneur d'être son porte-parole. Ah, c'était une surprise pour vous? C'était une surprise, voilà. Donc, s'il m'a fait l'honneur d'être son porte-parole, bon, déjà que je défendais le projet de société bien avant, mais seulement j'avais déjà signalé que je voulais vraiment être en dehors de tout ça. Et puis, bon, on n'a pas voulu créer un conflit inutile. L'objectif était le même. Mais en tant que porte-parole, je ne m'avais jamais vu aux côtés voilà, de ce que vous êtes en train de présenter. De vos prises de parole publiques, on constate que vous n'êtes pas souvent en phase avec les actions du président de la République. Parce que je n'engage pas. Vous est-il arrivé justement d'avoir des regrets sur votre... Jamais. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans la vie, l'une des grosses erreurs que nous commettons et l'une des plus grosses trahisons, c'est de faire croire au leader que tout ce qu'il fait est bon. Moi, mon positionnement est clair depuis les premiers jours de la transition. Quand on m'a nommé vice-président, et vous connaissez le contexte, j'ai eu l'honneur d'être proposé premièrement la proposition d'entrer au gouvernement que j'ai déclinée à 5 reprises. Ensuite, d'occuper la fonction de vice-président que j'ai déclinée. Bon, je vais rigoler un peu, mais quand vous avez quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir, général 2 étoiles, qui vous dit, bon, écoutez, moi je prends mes responsabilités, je vous nomme, vous êtes vice-président. Maintenant, en fait, comme vous aimez les conférences de presse, allez expliquer aux Gabonais que vous refusez de travailler justement au développement de la transition. Ma position a été claire, ma liberté de ton, ma liberté d'action sont non négociables. Parce qu'il me faut être le plus franc possible avec vous pour vous aider à mieux gouverner. Donc c'est cette position que j'ai toujours gardée, parce que je me veux être le plus franc possible pour aider le décideur à prendre la bonne décision. Je ne ferai jamais des choses par suivisme ou pour plaire. Je ne sais pas plaire aux gens. Donc je suis un homme, je ne suis pas une femme, je suis un homme, donc je ne sais pas plaire aux gens. Je me veux être le plus rigoureux possible, parce que j'estime que c'est de cette façon qu'on peut éviter le leader de reproduire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs ont commises. Pourtant, il y a des erreurs qui sont reproduites. Justement, que je dénonce, mais une dénonciation qui est comprise diversement. D'aucuns pensent que c'est une forme d'affront au président. Je dis tout le temps, non, je suis parlementaire. Lui, il est du pouvoir exécutif. Il y a la séparation de pouvoir, elle n'est pas de façade, elle est réelle. Je ne suis pas obligé en tant que parlementaire élevant du pouvoir législatif de m'aligner à tout ce que fait le pouvoir exécutif. Par contre, en tant que parlementaire, je me dois de féliciter quand c'est bon et de dénoncer de la façon la plus vigoureuse quand c'est mauvais. Et c'est ce que je fais. Bon, c'est ma nature malheureusement, je demande tout le temps aux gens de faire l'effort de m'accepter. Tient-il compte de vos dénonciations? Je pense que oui, quelquefois. Quand je le dis, c'est quand on voit certaines actions, si on prend le fait d'actualité, m'avait vu sortir pour dénoncer le décret qui fixait au 17 la date de dépôt de candidature, et j'ai été agréablement surpris, de voir que le lendemain, effectivement, les choses
avait été rétabli dans l'ordre en mettant d'abord en place les différentes commissions. Donc quand j'ai ce type de retour, même si je n'ai pas un échange direct, je comprends peut-être que mon message a été écouté. Et c'est l'objectif, de tout le temps attirer l'attention quand c'est pas bon, et puis voilà, d'accompagner, de féliciter quand c'est le contraire. Et si à l'issue de ces élections, vous n'atteignez pas vos objectifs, quelle sera votre position? Ça va être la question le mot de fin. Bon, je resterai acteur civique. Je suis d'abord acteur civique à la base. Je suis acteur civique, je suis entrepreneur, je suis porté social et éducation, donc je ne manque pas d'activité. La seule chose qu'on recherche, c'est simplement l'immunité parlementaire pour nous permettre d'être en sécurité et de davantage mener nos actions en toute quiétude, c'est tout. Merci M. Fumboula pour vos réponses. Entre la pureté des idéaux de la société civile et les réalités pragmatiques de la politique, la voie de la majorité bloquante s'annonce complexe. Le seul verdict qui complétera ces propos sera celui des électeurs qui sont attendus aux urnes. Et vous, chers téléspectateurs, que pensez-vous de cette troisième voie? Est-ce une véritable innovation, j'y arrive, démocratique ou une manœuvre politique? Partagez vos réactions sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. À très bientôt.